Dimanche 11 avril 2021, bonjour et merci de nous rejoindre en direct sur Pyramide FM. Le soir, nous sommes en rediffusion. La semaine qui s'achève n'est plus seulement celle de la Covid. La pandémie s'est retrouvée plusieurs colistiers au plan politique. Depuis un an, les acteurs politiques du Togo vivent leur confinement. D'ailleurs, comme le résumait un leader, ne devrait-on pas être en vie d'abord pour faire ensuite la politique? La politique s'est trouvée une petite brèche. C'est Fonia Simbe en compagnie d'Emmanuel Macron qui ont célébré les bonnes relations entre Lomé et Paris. Mercredi, le chef de l'État atterrit en France pour une visite officielle. Un déplacement de force n'a suscité autant d'intérêt et parfois de la controverse. Yves Le Drian dira que la lettre de félicitations envoyée à Lomé était authentique. Elle relève de la courtoisie internationale. Agbome Kodio répondra que le ministre français des Affaires étrangères fait injure à la vérité des urnes au Togo. Mais en vérité, qu'est-ce qui fait la beauté ou la laideur du déplacement de Paris? Quelles retombées les Togolais attendront-ils de ce voyage? En vérité, tout se passe comme si Paris reste le principal acteur du jeu politique dans ce qui était appelé le précaré français. La France-Afrique serait-elle toujours en vie comme au temps de Jacques Foccart ou de Jeannot Lacaze? Au sein de la société civile togolaise, certains n'ont pas applaudi Paris. Que disent les partis politiques? Occupés depuis plusieurs mois à comprendre ce qui leur arrive, ces derniers mois, plusieurs formations de l'opposition analysent, commentent et parfois se font la guerre. Ce n'est pas nouveau, juste que les nouveaux chapitres renvoient à des questions du genre. Que vaut aujourd'hui l'opposition? Les partis de l'opposition seraient-ils maudits? Le dernier regroupement issu de cette opposition, la DMK Tang, Fulbert Artisso, président de Togo Troma, ancien de MCA, puis de la C14, affiche ouvertement ses divergences avec ses anciens amis, non plutôt avec ses amis de la dynamique Monseigneur Podro. La DMK va finir par disparaître. La DMK va-t-elle finir par disparaître? La participation du président de MPDD à la présidentielle et les suites des résultats se retrouvent dans le nouveau rapport d'Amnesty International. Rapport accablant pour le pouvoir, titre plusieurs parutions. À la lecture, l'ONG de défense des droits de l'homme recense plusieurs cas. Arrestation et détention arbitraire, restriction de liberté ou encore manque d'équipement de protection pour le personnel soignant en temps de Covid. La pandémie, c'est désormais 116 décès et 9190 guéris. Parmi les personnes guéries, plusieurs acteurs publics, dont King Vincent, Maître Dodi Apévon, Jean-Pierre Fabre ou encore Éric Dupuis. Ce dernier est le conseiller spécial du président de l'ANC. Le parti aux couleurs orange est au cœur de l'actualité. Son leader, issu depuis quelques jours des critiques, notamment de Jerry Tama ou encore d'Innocent Kagbara, le parti a également perdu la mairie de Lac 3. Pour mieux comprendre toute cette actualité, nous avons le porte-parole de l'ANC, Éric Dupuis, répondra aussi aux questions sur 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Boga Koudoyor. Éric Dupuis, bonjour. Bonjour monsieur Atiobé, bonjour madame, bonjour monsieur. Ce dimanche, cela fait 30 ans, plusieurs corps ont été retirés de la lagune de Baie. Nous allons faire un saut dans le passé. Je sais qu'à cette époque, vous n'étiez pas au pays, mais quel souvenir gardez-vous quand même de ces images qui ont abondamment circulé à cette époque-là, notamment dans la presse? Vous savez, à l'époque, j'étais en Europe et plus précisément en France, quand la nouvelle est arrivée, on était choqués et attristés parce que on était loin de notre pays. J'étais loin de mon pays et je suivais de près ce qui se passait ici. Vous savez, toutes les horreurs de la dictature de M. Gnassingbé et Adéma, si on devait les relater, on n'en finirait pas. Des massacres, il y en a eu des tonnes au Togo. Et cette affaire de la lagune de Baie, Jean-Pierre Fabre, qui s'était présenté très tôt le matin à la lagune, nous en a parlé souvent. Et jusqu'à présent, il en garde un souvenir terrifiant. Terrifiant parce que des hommes et des femmes bouffis, gorgés d'eau, certains avec des balles dans le corps. C'était une horreur. On ne pouvait pas imaginer que ce régime autocrate ait pu aller jusqu'à cela. Il s'agissait, d'après ce que je crois savoir, des jeunes qu'on a tués et qu'on a jetés dans l'eau
Et certains, on les a acculés à sauter dans l'eau et s'en est suivi des noyades. Cela a continué après. Il y a eu d'autres massacres. Il y a eu des enfants qui ont été tués à Lomé, à Sokone, à Dapaon, un peu partout, il n'y a pas longtemps encore. Parce que les crimes politiques au Togo restent impunis et cela continue malheureusement. Et puis souvenez-vous, il n'y a pas encore très longtemps, pour parler tout à l'heure de la Covid, pour la Covid, des Togolais sont tombés sous des balles assassines des forces de sécurité, des forces militaires de notre pays. C'est attristant, c'est inadmissible. C'est d'autant plus... Ce que vous racontez là, on a l'impression, et c'est le sentiment qu'un certain nombre de Togolais ont, que le Togo est relativement habitué à de la violence politique. C'est une réalité, c'est une réalité. C'est-à-dire que la vie humaine dans notre pays, aux yeux de ceux qui dirigent ce pays, n'a pas d'importance. Tant que vous n'êtes pas de leur clan, on peut vous massacrer à merci. Je peux vous parler de nombreuses personnes que j'ai connues et qui sont aujourd'hui mortes parce qu'on leur a tiré dessus. Je peux vous parler des gens qui sont blessés à vie, un œil arraché, des genoux abîmés, des balles dans le corps. Et c'est toujours le même régime RPT uni qui régente ce pays depuis plus de 60 années. On a fait donc un bref retour sur le passé, mais dans le présent, il y a toujours des morts. Et certains, cette semaine, nous ont quittés. J'ai une petite liste devant moi, puisque j'ai la liste de 2 journalistes, Diossou Mensan Lucien de Combat du Peuple et Julien Ayi de Nouvel Écho. Ils nous ont quittés cette semaine, de même que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Daoukou Péré. Et lui aussi, il a quitté le monde des vivants, Gabriel Ampan Johnson, ancien président de l'Université de Lomé. Pour tout ce beau monde-là, quel est votre commentaire? Beaucoup ont mis cette semaine des rips partout et des sincères condoléances. Quel est votre commentaire? Oh, vous savez, quand il s'agit de la mort de quelqu'un, on est attristé, puisque personne ne vient sur cette terre pour y rester ad vitam aeternam. C'est un passage, on vient donc, du moment où on est, on sait que le jour viendra, on va disparaître. C'est le lot de chacun. Qu'est-ce que ça nous amène à avoir comme réaction? C'est que quand on vit, il faut avoir en mémoire qu'un jour, on va disparaître. Je ne connais pas vos collègues journalistes qui s'en sont allés cette semaine, mais je connais le président Daoukou Péré, puisque en 2010, je l'ai côtoyé au sein du FRAC pendant la campagne présidentielle. Voilà, donc lui, je le connais, je salue sa famille, je m'incline devant leur douleur, je leur présente mes condoléances ainsi que celles de mon parti, et puis les condoléances également à ceux dont vous avez parlé, le professeur Ampa également, et toute leur famille, je leur présente mes sincères condoléances et les condoléances de mon parti. Bien, merci. Je ne sais pas si c'est moi qui fais ou c'est moi qui ressens et vous faites le constat. Et je ne vous sens pas. Vous avez parlé un peu plus bas. Est-ce que cela veut dire que vous n'êtes pas totalement en forme là? Oh si, je suis pas parfaitement ah là, en je forme. me sens mieux. Je suis parfaitement en forme. Peut-être que c'est par rapport au micro. Hein. J'ai la voix un peu enrouée aussi. Hein. J'ai la voix un peu prise. Mais c'est par rapport au micro. Non, 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 non. Puisque j'allais vous demander si vous allez bien. Je vais très bien. Je vais très, très, très bien. Ce matin, j'ai jardiné pendant 2 heures avant de venir vous voir ici. Vous avez fait un peu de sport alors, parce que ce n'est pas tous les Togolais qui ont ce privilège quand même de jardiner. Je faisais beaucoup de sport. Hein. Je faisais régulièrement 3, 4, 5 km de footing par jour. Je fais du vélo. Mais à cause de la Covid, il paraît qu'il ne faut pas trop forcer. Je n'ai pas fait de sport depuis un mois. Donc ce matin, j'ai jardiné. Je jardine pratiquement tous les jours. Et ça, c'est une passion que j'ai.
On peut dire que c'est une bonne nouvelle, puisque vous avez retrouvé la forme. Je vous ai invité aussi parce que vous faites visiblement partie du lot de ceux qui ont attrapé la Covid-19. Vous voulez dire malade. Vous voulez dire des rescapés? Ah, mais en fait, parce que les rescapés, oui, ou ceux qui ont retrouvé la santé par la suite, ils ont la guérison. Vous avez été malade et la question qu'on se pose, c'est comment c'est arrivé, parce que vous savez que beaucoup de Togolais continuent de ne pas croire. Et donc, comment est-ce que c'est arrivé? Comment c'est arrivé, je ne peux pas vous le dire, puisque je ne le sais pas. Un jour, je me suis réveillé. La nuit, je n'ai pas dormi. J'étais un peu fébrile. Et j'avais froid, j'avais chaud. Et j'avais des douleurs un peu partout, dans les muscles, aux articulations. Et j'ai décidé d'aller voir mon médecin parce que j'étais persuadé que c'était le paludisme. Quand j'ai rencontré mon médecin, il m'a dit effectivement, vous avez le paludisme, mais par précaution, je vais vous prescrire un test de la Covid. Je suis allé au Centre national d'hygiène, l'INH, et le lendemain, le résultat tombe, je suis porteur effectivement de la Covid. J'étais très fatigué, j'avais mal à la tête, je ne pouvais pas faire un pas, j'étais crevé. Et puis mon médecin m'a dit qu'il fallait également faire tester mon épouse. Ce qu'on a fait avec une prescription du médecin, et elle était également porteuse du virus, mais asymptomatique. Donc le médecin nous a mis sous traitement pendant une dizaine de jours. Rapidement, mon épouse s'en est sortie. Dès le premier test, elle était négative. Moi, il a fallu 3 tests. C'est au 4e seulement que je me suis retrouvé négatif. Mais pendant ce temps-là, j'étais très fatigué. Et je voudrais saisir l'occasion pour remercier mon médecin, le saluer sa réactivité et à travers lui, saluer tout le corps médical togolais qui fait un travail extraordinaire au péril de leur vie. Parce qu'il y en a qui sont morts de Covid. Il y en a qui ont attrapé la Covid. Il y en a dont les épouses, les enfants ont attrapé la Covid. Donc, je voudrais les remercier, les saluer pour leur disponibilité, pour tout ce qu'ils font tous les jours pour venir en aide aux malades. Mais en même temps, puisque vous me laissez quelques minutes, je vais aller un peu plus loin. Quand j'ai su que j'étais porteur de ce virus-là, j'ai voulu faire tester mes salariés. Mon cuisinier, mon jardinier, celui qui fait l'entretien de ma maison. Et on m'a dit, non, vous ne pouvez pas les faire tester. Il suffit qu'on prenne leur nom, leur numéro de téléphone. Régulièrement, nous allons les appeler pour savoir s'ils font de la fièvre ou s'ils toussent, auquel cas, si cela s'avérait, on les testerait. Alors je lui dis, vous ne voulez pas les tester. Et s'ils ne sont pas porteurs du virus et qui continuent à travailler, je risque de les contaminer et aussi contaminer leurs enfants, leurs femmes et tous leurs entourages. Alors, de guerre lasse, j'ai pris sur moi de faire venir quelqu'un pour les tester. Et heureusement, ils étaient tous négatifs. Et je les ai mis en congé pendant 15 jours, en attendant que moi-même, je sois totalement guéri, négatif, avant qu'ils ne reprennent leur travail. C'est très grave parce que si vous êtes porteur de la maladie et que vous êtes asymptomatique, vous pouvez contaminer les autres, vous pouvez contaminer votre entourage. Il y a des gens qui en meurent régulièrement. Il y a des centaines de personnes qui sont atteintes tous les jours, notamment à Lomé, de cette pandémie. Et j'ai l'impression que l'information ne circule pas suffisamment. Combien coûte le test? Le test, normalement, est gratuit. Normalement, elle est gratuite. Ça a été gratuit pour mon épouse, pour mes salariés. Mais moi, quand je suis allé à l'INH avec une prescription médicale, parce que j'étais malade, je faisais de la fièvre, on m'a pris 25 000 francs. Maintenant, à la fin du test,
Si pendant les 10 jours, vous avez été soigné et que le dernier test vous révèle négatif, pour avoir le rapport, il faut payer 10 000 francs ou alors vous vous contentez du certificat de guérison produit par votre centre médical. Alors, permettez-moi, monsieur Athiobé, que j'ajoute une chose. De grâce, chers compatriotes, la vie vaut la peine d'être vécue. Je sais ce que c'est que d'avoir attrapé cette maladie. Je sais ce que j'en ai souffert dans ma chair. Ça peut tuer. Et ça tue régulièrement. Mais ce que vous racontez... Attendez, deux petites minutes. Allez-y. Je voudrais vous inviter, chers compatriotes, je voudrais vous inviter à aller voir vos médecins. Dès que vous vous sentez mal, le palu, on a l'habitude de se traiter soi-même. Mais à partir de ce moment-ci, si vous avez des symptômes de palu, allez voir vos médecins, allez consulter. Et si vous savez que vous êtes porteur de la maladie, de grâce, dites-le autour de vous. Dites-le autour de vous, de votre entourage. Tous ceux que vous avez rencontrés, que ce soit professionnel, familial, dites-leur pour qu'ils aillent se faire tester. Et il faudrait maintenant que l'État prenne en charge ces tests-là. Il ne faut pas dire aux gens, attendez 10 jours, 15 jours avant de se faire tester. Si quelqu'un vient dans un centre ou aller à l'INH pour dire, j'ai été en contact avec quelqu'un qui est porteur du virus, il faudrait systématiquement les tester. Ce que vous racontez, c'est bien, mais on a l'impression que vous vous êtes fait traiter dans un cadre hors CHR de Lomé. En réalité, quand quelqu'un est malade, la personne est internée au CHR. Vous avez dit que vous avez vu votre médecin personnel. Racontez-nous un peu aussi ça, cette séquence. Vous avez vu votre médecin personnel et vous êtes interné à la maison. Comment ça s'est passé? J'ai vu mon médecin traitant qui m'a donné tout de suite un protocole assez bon, puisque ça m'a permis de m'en sortir très rapidement et sans séquelles. Et mon médecin m'a suivi régulièrement, donc régulièrement on s'appelait, il m'envoyait des SMS pour savoir comment ça allait, et moi je lui rendais compte régulièrement. Donc je suis resté chez moi pendant les 15 jours, même 20 jours, puisque j'ai attendu encore quelques jours avant d'être négatif, puisque je me suis imposé que tant que je ne serai pas négatif, je ne bougerai pas. Donc j'ai passé 20 jours à la maison. Et voilà, donc on peut se faire soigner à la maison. Le problème, monsieur Athiobé, c'est la prise en charge rapide, la rapidité dans la prise en charge. Si vous êtes pris en charge rapidement, vous pouvez être soigné à domicile. Mais si vous êtes pris en charge à partir du moment où les complications sont présentes, il vaut mieux aller dans les centres spécialisés. Et d'ailleurs, vous êtes contraint d'y aller. Si vous sentez que vous avez un début de palu et qu'on vous détecte le virus, tout de suite, il y a un protocole qui est mis en place. Et ce protocole-là peut vous permettre de ne pas aller au centre spécialisé pour le traitement de cette pandémie. Maintenant, si, en dehors de ça, vous avez des problèmes respiratoires et des problèmes graves, ou que vous-même, vous savez que vous avez d'autres maladies aggravantes, il vaut mieux aller dans un centre spécialisé tout de suite. Les maladies aggravantes, on le sait, hein, il y a une tension élevée, il y a des problèmes cardiaques, il y a le cancer, il y a certaines maladies comme le cancer, il y a le diabète, ce sont des maladies qui sont dites aggravantes de la pandémie. Si vous êtes porteur, si vous avez déjà des maladies lourdes et que vous vous soignez déjà pour d'autres maladies, il vaut mieux en parler à votre médecin et qu'il vous oriente vers les centres spécialisés. Visiblement, c'est comme si en dehors des médecins dédiés à la lutte contre la pandémie, d'autres médecins maîtrisent aussi le protocole. Ah oui, bien sûr. Moi, je pense que tous les médecins togolais, moi, j'ai beaucoup d'amis médecins, ils maîtrisent tous, je le pense. Moi, la rapidité avec laquelle mon médecin a pris en charge mes souffrances m'a conforté et dans l'idée que nous avons des médecins très compétents au Togo.
Et je me demande parfois pourquoi les gens se sentent obligés d'aller à l'extérieur pour se faire soigner. Peut-être parce que c'est un manque d'équipement. Mais la qualité humaine, la qualité technique de nos médecins, c'est sans aucun doute. Vous parlez de votre souffrance, elle a duré quelques temps. Racontez-nous cet état, parce qu'il se dit que c'est très dur, qu'on perd le goût, l'odorat, on ne ressent pas grand-chose. Je n'ai pas connu ça. Donc vous n'êtes pas allé jusqu'à cette étape? Non, moi c'était des maux de tête, fièvre, une courbature généralisée, j'avais même mal à la peau. Et puis une fatigue chronique qui ne me permettait pas. Je faisais quoi, du salon à mon lit, de mon lit au salon, parce que quand je restais assis pendant une heure et demie, j'étais tellement épuisé qu'il me fallait le lit, mais je faisais l'effort de sortir du lit, parce que ce n'est pas bon de rester couché toute la journée, mais dès que je sors un peu, je suis fatigué, je retournais au lit. C'était la fatigue qui était assez pénible à supporter. Je peux vous dire même que jusqu'à, il n'y a pas, même maintenant, parfois je sens la fatigue. C'est pour ça que je prends sur moi de jardiner, de faire certaines choses, parce que bon, cette fatigue-là, il faut la traiter avec de la vitamine C, avec quelques activités, et puis continuer à manger. Parce qu'il y a aussi, moi, mon cas, c'est que je n'avais envie de rien, je n'avais même pas envie de manger. Et mon médecin m'a dit, non, il faut s'efforcer à manger. Même les plats les plus copieux. Mais vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Et vous parlez du goût, moi je n'avais pas perdu le goût, mais j'avais je ne sais pas comment le décrire, j'avais un goût métallique dans la bouche. C'est comme si j'avais du métal rouillé dans la bouche. C'est nouveau donc. C'est un goût spécial. Peut-être que c'est dû aux médicaments, peut-être que c'est dû à... je ne sais pas. Mais je n'ai pas perdu le goût ni le droit. Ce que vous dites, vous n'êtes pas la première personne à le dire, puisque d'autres personnalités avant vous ont témoigné. Et vous savez aussi que suite à ces témoignages, il y a eu beaucoup de polémiques dans le pays. Et que répondez-vous à tout cela? Quand vous étiez malade, vous ne l'avez pas dit. Maintenant, vous retrouvez la santé. Je ne souhaite pas, même à mon pire ennemi, d'avoir cette maladie. Je connais beaucoup de personnes qui en sont mortes. Je connais beaucoup de personnes qui en sont mortes. Et ceux qui racontent des histoires, j'ai vu comment certaines personnes malpensantes, envieuses, ont critiqué Paul Dodi Apévon et Jean-Pierre Fabre après leur déclaration sur les radios. Oh bon Dieu, j'ai pitié de ces gens. J'ai pitié d'eux. Mais de notre mal, on ne doit pas en rire. Prions Dieu qu'il veuille tous nous absoudre. Nous, tous, y compris eux. Mais comment comprendre justement? Et que Dieu protège leur famille et eux-mêmes. Qui ne tombent pas malades. Contre cette pandémie, c'est tout le mal que je leur souhaite. Oui, ça doit avoir une explication quand même au Togo, et on sait que les Togolais aiment bien critiquer. C'est de la méchanceté gratuite. Vous pouvez parler de méchanceté. C'est de la méchanceté. Les petites histoires. Mais comment comprendre ça, que au final, King Vincent qui témoigne, au final, Jean-Pierre Fabre qui témoigne, au final, avant même, il y a eu certaines personnalités issues du pouvoir. Et puis, beaucoup de Togolais disent que finalement, vous avez reçu de l'argent. Mais c'est tout simplement parce que ces gens-là ne voient que l'argent partout. Quand vous faites pipi là, on va dire que c'est parce qu'on vous a payé pour faire pipi là. Mais c'est devenu tellement ancré dans leur esprit, dans leur subconscient, que ces gens, peut-être qu'eux-mêmes, toute leur vie, ont reçu de l'argent. Et ne savent pas faire autre chose que de recevoir de l'argent pour pouvoir faire quelque chose dans leur vie. C'est peut-être eux qui sont de cette nature-là. Mais bon, tout à l'heure, je vous disais, M. Athiobé, que je demande à tous les Togolais, à tous mes compatriotes, que s'ils sont atteints de cette maladie, s'ils sont porteurs de ce virus, ce n'est pas une maladie honteuse. Qu'ils aient le courage d'en parler.
Nous, on a la chance de pouvoir en parler à la radio. Ceux qui ne peuvent pas venir à la radio, ils doivent en parler autour d'eux, à leur famille, à leur entourage professionnel, à leur entourage social, pour dire attention, je suis porteur de ce virus, vous avez eu contact avec moi, peut-être que vous l'êtes aussi, allez vous faire tester. C'est nécessaire, c'est un devoir citoyen, c'est un devoir humain, que ceux qui en rient restent dans leur bêtise. Vous savez, ces gens-là qui en rient, quand l'année dernière, on a parlé de Covid, ils en ont ri. Monseigneur Podjo en a ri en disant que c'est inventé et que c'est politique. J'ai eu à répondre à cela. Je m'en souviens. On ne peut pas amener à la politique un problème aussi grave qui concerne tout le monde entier. C'est une pandémie. Et réduire ça à la politique politicienne, c'est petit. C'est petit. C'est inadmissible. Et je ne peux même pas le comprendre parce que ça me fait tellement pitié que je ne peux même pas analyser leur comportement. Ce qui est sûr, le positionnement des uns et des autres sur la question de la pandémie au Togo a évolué depuis, puisque ce que vous citez ont compris, depuis que le mal, il est là et qu'il faudrait se protéger. Est-ce qu'ils ont besoin d'attendre d'avoir compris? Non, mais en fait, les gens ont la liberté d'avoir un positionnement, notamment sur le plan politique. Tout le monde ne peut pas avoir la même position. Mais ce sont leurs amis qui ont critiqué il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux les déclarations de Jean-Pierre Fabre et de Paul Apéron. Ce sont les mêmes. Je suis désolé. Revenons sur la pandémie, puisque là, vous ouvrez vous aussi là, une brèche qui va nous amener à faire de la politique politicienne. Revenons sur la pandémie, le pouvoir qui gère et qui fait des efforts. Vous avez entre-temps salué les efforts qui sont faits par les agents de la santé notamment. Le corps médical. Le corps médical. Et ça fait plus d'1 an que nous sommes dans cette histoire. Quel est votre regard de façon générale sur ce qui se fait? Il y a eu par exemple le coup-feu, il y a eu par exemple des bouclages de villes, il y a eu un certain nombre d'émissions de sensibilisation, il y a eu même nos vies entre-temps. Que dites-vous de tout ce que le pouvoir fait depuis? Vous savez, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a du bon et du mauvais, mais la gestion de cette pandémie a été chaotique, parfois catastrophique par ce régime. Tout à l'heure, je vous parlais des morts que nous avons eus pendant les couvre-feux. C'est catastrophique, c'est inimaginable. C'est inimaginable que pour une pandémie, une maladie qui concerne toute la population, on puisse tirer sur des gens, et des gens qui, parce qu'ils n'ont pas de toilettes chez eux, se lèvent la nuit pour aller faire leurs besoins dehors, on leur tire dessus. C'est ça la gestion d'une maladie. C'est une question qu'il faudrait qu'on se pose. Et puis, les couvre-feux, aujourd'hui nous sommes toujours en état de siège, bientôt pendant 2 ans. Oui. Toutes les libertés sont interdites. Pas 2 ans quand même. Bientôt ça va faire 2 ans. Puisque c'est reporté à 6 mois. Bon, ça va faire 2 ans bientôt. Et tout ça là, c'est chaotique, ce n'est pas réfléchi, ce n'est pas ordonné. Et tout à l'heure, je vous citais aussi l'exemple que si vous allez à l'INH aujourd'hui pour vous faire tester, on va vous dire non. Pourquoi? Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez la fièvre? Est-ce que vous toussez? Si vous n'avez pas tout ça, attendez chez vous. Tant que vous n'avez pas tout ça, vous n'avez pas besoin de venir vous faire tester. Vous pouvez vous faire tester si vous voyagez, auquel cas vous payez 25 000 francs. Est-ce que ce n'est pas juste une question de moyens? Parce qu'on n'a pas assez de réactifs, peut-être? On dit aux gens, voilà, restez chez vous. On empêche des gens de sortir de telle heure à telle heure, que ce soit dans telle zone, le problème n'est pas résolu, on remet ça ailleurs. Pendant qu'on disait que, par exemple, on va prendre un exemple tout proche, pendant des mois, on a dit que la distance, il faut respecter la distance sociale, il ne faut pas se retrouver à plus de 15 ensemble, mais vous allez le dimanche à la plage, il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes
agglutiné là-bas, À la plage de Lomé? à la plage de Lomé. C'est réglé depuis quelques jours. Ah ben, ils ont mis combien de temps pour s'en rendre compte? Il y a un préfet quand même à Lomé, non? Et sur cette voie-là, les ministres y passent tous les jours. Il y a aussi un maire. Il y a un maire. Il n'y a pas un maire à Lomé. Il y a plusieurs maires. Il y a plusieurs maires à Lomé. Dont Jean-Pierre Fabre. Dont Jean-Pierre Fabre qui avait posé le problème à plusieurs reprises au préfet et au ministre de l'administration territoriale. Mais ils ont mis combien de temps pour régler ce problème-là? Quand moi, je dis, je suis porteur du virus, je souhaite qu'on teste mon personnel, on me dit non. Ils peuvent continuer librement à travailler, l'essentiel c'est qu'ils portent leur masque et garder la distance. Même mon cuisinier. Tant qu'il n'a pas la maladie, on n'a pas besoin de les tester. Donc tout ça là, ça fait désordre. On aurait pu trouver moyen pour tester le plus grand nombre et veiller à tester surtout les personnes qui ont eu contact avec les malades. Ce que vous décrivez ou ce que vous dénoncez là. Aujourd'hui, vous allez en Allemagne, vous, monsieur Atioubé, vous allez dans un centre commercial, vous pouvez acheter des tests. On parlait de l'Allemagne, nous sommes au Togo. Vous allez en France, vous allez non, dans en fait, une pharmacie, vous avez des autotests que vous pouvez acheter. Est-ce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire à des sommes modiques, est-ce qu'on ne peut pas s'approvisionner vous savez même, produit. Oui, mais vous savez même que les vaccins que nous avons dans les pays africains, ces vaccins ont été subventionnés. Donc quand vous parlez de tests, notamment à retrouver dans les supermarchés, ils n'ont pas été subventionnés, ils ont été offerts. Quand vous parlez, oui, subventionnés par quelqu'un. Oui, c'est clair. La comparaison, je crois que cette comparaison elle est difficile à réaliser parce que l'Allemagne, c'est l'Allemagne. La France, c'est la France. Mais on dépense des sommes folles pour l'armée, on dépense des sommes folles pour des politiques de prestige, on dépense des sommes folles pour voyager, ainsi de suite. On ne peut pas trouver ce qu'il faut pour soigner les pauvres populations. Vous savez, là on parle de gens qui ont la faculté d'aller vers les médecins. Imaginez nos compatriotes qui sont dans les villages, qui sont éloignés des centres de soins, qui n'ont pas de médecins dans leur village. Est-ce que vous les avez recensés dans ceux qui sont porteurs de la maladie et ceux qui en sont morts? Il y a des milliers de morts dus à la Covid, et ce n'est pas recensé parce qu'on ne sait pas. Non, mais vous parlez du Togo? Je parle du Togo. Non, mais en fait, quand vous parlez de milliers de morts, quand même, ça doit être très exagéré. Chaque année, combien de morts il y a au Togo? Oui, mais je ne sais pas, les gens meurent de plusieurs maladies. Mais vous savez ce qui se raconte? Non. Les gens disent plutôt que le pouvoir togolais exagère les chiffres des morts. C'est carrément le contraire de ce que vous dites. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis, je ne dirais pas que le pouvoir, le régime RPT minore les morts, mais je dis que le recensement n'est pas fiable. Bien. Le recensement n'est pas fiable parce que ce qui se passe au fin fond des villages un peu partout du nord au sud, personne ne les recense. Vous êtes dans votre village, vous faites de la fièvre, vous décédez demain, on ne vous amène pas dans un centre, on ne vous amène pas à l'hôpital, on va vous enterrer tout de suite sans savoir de quoi vous êtes mort. Nous sommes en train de jeter un regard sur ce que le pouvoir fait depuis un an. Et il y a eu beaucoup de sensibilisation. J'espère que vous appréciez. Beaucoup de sensibilisation, mais je trouve que la communication, il manque beaucoup de choses à la communication parce qu'il faut appeler les gens à se faire tester. Il faut appeler plus largement les gens à aller se faire vacciner. C'est vrai, on vous envoie des SMS sur votre téléphone, mais combien ont les téléphones? Combien de Togolais savent lire? Il faut une communication par approcher les populations, notamment les populations des villages, les populations de l'intérieur du pays, et organiser une prise en charge beaucoup plus rationnelle que ce qui se fait actuellement. On sait que votre président a été testé positif. Il a fait une communication en appelant les Togolais à prendre au sérieux cette maladie. Vous faites la même chose. Est-ce qu'au-delà de ce que vous faites là, notamment dans nos studios, comme on sait que votre parti, vous avez l'habitude de faire des tournées et d'aller chez les gens, leur parler, notamment dans les villages. C'est vrai aussi qu'on ne veut pas qu'il y ait beaucoup de rassemblements. Mais est-ce qu'il y a des initiatives de ce genre-là peuvent se faire par vos points focaux à l'intérieur du pays, en appui à ce qui se fait déjà par le pouvoir? Nous le faisons régulièrement. Nous n'avons pas de points focaux. C'est le RPT Uni qui a des points focaux. Nous avons des fédérations, des sections. Non, ça veut dire pratiquement la même chose. Et des sous-sections. Les fédérations, nous avons un peu plus d'une centaine.
et chaque fédération a à peu près une dizaine de sections sous son autorité. Et puis les sections ont à peu près une dizaine en moyenne de sous-sections sous leur autorité. Donc à travers ces canaux, toutes les semaines, de manière régulière, nous informons les populations, nous les sensibilisons notamment sur cette maladie. Vous savez, quand le président a été malade, on a communiqué au parti, le parti le sait, du bureau national aux sous-sections, tout le monde est sensibilisé et on a demandé à tous les militants qui pouvaient aller se faire tester ou se faire vacciner de le faire. Parlons justement de vaccination. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, vous. Je ne l'ai pas encore fait puisque mon médecin m'a dit que après la guérison, il faut attendre une semaine avant de se faire vacciner. J'ai attendu un peu plus d'une semaine, 10 jours. Donc demain matin, je vais me faire vacciner, mon épouse et moi. L'AstraZeneca, qui est toujours au cœur de certaines polémiques depuis dans le monde. Vous savez, il n'y a pas de médicament sans risque. Même quand vous prenez de l'aspirine, vous encourez des risques. Vous pouvez avoir des problèmes rénaux. On a utilisé la quinine dans ce pays pendant des années contre le palu. Il y a des gens qui sont restés paralysés aujourd'hui à cause de la quinine. Je vais vous parler de moi. Je n'aime pas trop parler de moi, mais je vais vous parler de moi. Allez-y un peu plus fort. Ma sœur, celle qui est née après moi directement, a eu la polio. Jusqu'à aujourd'hui, elle a perdu un bras, le bras droit. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, on demandait à ce que tous les enfants soient vaccinés contre la polio. Mais oui, on l'a vaccinée contre la polio. Elle a été paralysée par le vaccin anti-polio. Jean-Pierre Fabre, son frère jumeau a vécu la même chose. Son autre petit frère a vécu la même situation. Tout vaccin comporte des risques. Tout médicament comporte des risques. Quand vous prenez les papiers que vous trouvez dans votre boîte de médicaments, vous avez toute une liste. Une littérature. Toute une liste de réactions possibles. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de quantifier, c'est de comparer le bien que vous pouvez en tirer et le danger que vous courez. C'est tout. Donc, on raconte beaucoup de choses. Moi, je note qu'il y a eu effectivement des embolies, des thromboses. À ce propos, quand mon médecin m'a traité, il m'a dit d'ailleurs que cette maladie-là peut entraîner des coagulations de sang, donc des accidents vasculaires. Il me l'a expliqué. Donc, il m'a aidé à comprendre cela et à prendre certains médicaments. Aussi, combien de personnes au Togo qui ne sont pas vaccinées, mais qui ont eu des AVC? AVC, c'est quoi? C'est une coagulation de sang dans les veines. Que vous preniez le vaccin ou pas, vous pouvez avoir une thrombose, vous pouvez avoir un AVC. Donc vous invitez les gens à se faire vacciner. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce que certains ne comprennent pas, et ça fait débat, une vaccination, une campagne de vaccination obligatoire, parce que ça qui se dit de plus en plus, ça se fait dans un certain nombre de pays. Est-ce que demain, par exemple, si le pouvoir togolais décidait de faire vacciner les Togolais de façon obligatoire, est-ce que vous apporterez votre oui? Moi, vous vous opposerez? Je suis très réservé en ce qui concerne l'obligation de vacciner. Chacun est libre. Vous savez, si vous êtes atteint d'une maladie, vous n'êtes pas obligé de la communiquer à l'État, ni c'est un secret médical. C'est entre votre médecin et vous. Si vous
vous êtes porteur d'une maladie qui ne vous permet pas de vous faire vacciner, il vous appartient à vous seul, de décider si vous faites le vaccin ou pas. Si moi, aujourd'hui, je sais que j'ai une maladie qui ne me permet pas de le faire, mais vous ne m'obligerez pas à le faire. On a entendu des histoires incroyables venant de certains nombre de pays. Les fonctionnaires doivent se faire vacciner, sinon ils ne prendront pas le salaire. Est-ce que des situations de ce genre peuvent se produire dans un pays comme le Togo? Bah, ça s'est déjà produit, à ce que je sache, puisque j'ai cru avoir lu il n'y a pas longtemps l'obligation qui était faite aux employés de certains hôtels d'aller se vacciner au risque de se faire mettre en chômage technique. Tantôt, vous parlez de politique et beaucoup ne veulent pas qu'on fasse de la politique avec la Covid, mais dans beaucoup de pays aujourd'hui, des voix dissonantes commencent à se faire entendre pour réclamer beaucoup plus de liberté. La liberté, par exemple, de refuser, par exemple, le vaccin, de refuser de porter les cachets. Est-ce que, par exemple... Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la politique politicienne. Attendez que je termine. Par exemple, quand on oblige les gens à se faire vacciner avant d'avoir le salaire, des partis politiques peuvent dénoncer cela. Je vous dis que moi, je ne suis pas d'accord. Je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas restreindre la liberté d'autrui de cette manière-là. Vous savez, il y a certaines religions qui refusent la transfusion sanguine. C'est vrai. Et vous ne pouvez pas les obliger. Il y a certaines religions qui ont des principes auxquels vous ne pouvez pas déroger. On ne peut pas demain décider tout de go qu'au Togo, tout le monde sera circoncis. C'est le respect de la personne humaine. Que ça soit conseillé, qu'on incite les gens à aller se faire vacciner massivement, oui, mais l'obligation, non. Bien, vous savez, pas plus tard qu'hier matin, j'ai reçu mes salariés. Vous en avez combien? Non, ça c'est un problème personnel. J'ai reçu mes salariés, je leur ai dit, voilà, lundi matin, madame et moi, on va se faire vacciner. Parce que moi, je suis transparent. Je vous ai dit que j'ai eu la Covid. Je vous ai mis en congé pendant 15 jours. Je vous dis que je suis guéri et que je vais me faire vacciner. Je vous ai fait tester. Vous avez les résultats. Vous êtes négatif jusqu'alors. Je vous conseille vivement d'aller vous faire vacciner. Vous réfléchissez, vous en parlez chez vous. Si lundi, en venant au travail, vous décidez de vous faire vacciner, c'est avec plaisir que vous viendrez avec moi, qu'on aille ensemble se faire... Mais vous ne les obligez pas. Je ne les oblige pas. Bien, merci. Nous avons... Mais je suis prêt à faciliter la procédure pour eux. Nous avons suffisamment parlé de vaccins et on sait que vous êtes un acteur politique. Dans une minute, les auditeurs doivent en principe intervenir dans l'émission comme c'est de tradition, mais je vais le prendre quelques minutes pour vous interroger sur quelques sujets d'actualité politique, notamment le déplacement du chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui était en France cette semaine. Vous savez que ce déplacement, il a été commenté. C'est la première fois, si j'ai bonne mémoire, que le déplacement de Faure Gnassingbé à l'extérieur du Togo a suscité autant de commentaires. La première fois, je ne sais pas. Moi, je suis surpris. Je suis surpris par nos comportements parfois vis-à-vis des Européens et plus particulièrement vis-à-vis de la France. Quand il y a des élections au Togo, on dit « Ah, la France n'a pas félicité, la France a félicité, la France a dit ceci. » Mais apprenons à être nous-mêmes. Apprenons à lutter pour nous-mêmes. Soyons fiers d'être Togolais. Et arrêtons de regarder tout le temps vers la France. Nous avons, nos parents, nos grands-parents se sont battus pour avoir l'indépendance. Et aujourd'hui, nous courons après les anciens colons pour qu'ils reviennent d'une manière ou d'une autre nous coloniser à nouveau. Je n'arrive pas à le comprendre. Non, mais enfin, vous devez comprendre, puisque ce n'est pas nouveau. Mais je ne le comprends pas. Oui. Mais dans la vie, vous grandissez, vous devenez majeur, vous devenez responsable. Mais nous, on préfère rester bébé. Quand je regardais les photos de Faure Gnassingbé devant Macron, devant le petit Macron,
Non, pourquoi vous l'appelez Petit Macron? C'est un jeune. Non, mais en fait, il est le chef de l'État d'une grande écoutez, puissance. Moi, je ne suis pas obséquieux. Mais il n'y a pas un petit, il y a pas un petit président. Je ne suis pas obséquieux. J'ai un grand respect pour M. Macron. Excusez-moi. Mais je ne suis pas obséquieux. Moi, je suis libre. Quand je vois monsieur, le chef de l'État togolais, face au chef de l'État français, on a l'impression que le chef de l'État togolais était content, était heureux. C'était de l'admiration sur le perron de l'Élysée, face à quelqu'un, son hôte, qui était un peu plus en retrait. Et puis, on a parlé des Covid tout à l'heure, de l'effort que fait le régime, le pouvoir public pour enrayer la pandémie chez nous, et le représentant du Togo à l'extérieur. Dieu sait le travail que la France fait pour enrayer la pandémie chez elle. Il arrive sans masque, avec un large sourire, émerveillé comme un enfant devant le Père Noël. J'ai été choqué. J'ai été outré. Et ça, la honte rejaillit sur tout le peuple togolais parce que nous n'avons aucune retenue, nous n'avons aucun moyen de nous présenter à l'extérieur comme des gens responsables et dignes. C'est pas la première fois quand même que le chef de l'État du Togo se montre en public sans masque. Je vous dis, quand vous allez quelque part, monsieur Atchoubé, si je dois venir chez vous demain, je viendrai avec le masque. Je franchirai la porte chez vous avec le masque. Si entrer dans votre résidence, compte tenu de la distance, vous m'autorisez à l'enlever, je l'enlèverai. C'est ça la courtoisie et la politesse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette visite s'inscrit, comme le disait d'ailleurs Le Drian, s'inscrit dans la courtoisie internationale. Il est reçu comme d'autres chefs d'État ont été reçus. Donc pour moi, je n'attends rien de cette visite-là. Qu'est-ce qu'ils vont dire pendant 30 minutes, à part le repas? Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé. Non, mais en fait, est-ce que vous voulez dire que, par exemple, demain, si vous accédez au pouvoir, vous ne ferez pas les mêmes démarches? Non, mais laissez-moi terminer mon raisonnement. Moi, ce que je ferai demain, laissez-moi être au pouvoir avant de le faire. Non, mais non, je pose la question parce que... Pour l'instant, vous m'avez posé une question sur l'intérêt de ce voyage-là. L'intérêt de ce voyage, ils vont parler de quoi? D'abord, de la sécurité de la sous-région. C'est ce qui importe à la France. Ce n'est pas le Togo. Parce que le Togo envoie des militaires pour les assister. C'est ça l'intérêt de la France. Le général Togo disait, les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Mais justement, est-ce que ce n'est pas les intérêts du Togo que Faure Gnassingbé est aussi allé défendre à Paris, et notamment à l'Élysée? Quel intérêt? Mais en fait, vous n'avez pas lui les communiqué, par exemple, resserrer les liens entre Lomé et Paris? Resserrer les liens entre les... Ce sont les intérêts de... Non, mais en fait, ça peut cacher beaucoup de choses. Ah bon, ça peut cacher beaucoup de choses, mais vous savez, combien d'accords, des promesses ont été faites par le Togo à la France? Il y a des membres, le général Yadema Gnassingbé. Moi, parole de militaire, je ne serai plus candidat devant le président français, Jacques Chirac. Paf, balayé. Promesse de faire rapidement les élections locales. Combien d'années après elles ont eu lieu? Promesse de faire des élections mais libres. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Le Togo s'en fout. Le régime togolais se fout éperdument des conseils de la France ou pas. Le Togo fait des promesses à tout le monde. S'engage à faire des choses, sachant très bien qu'il ne le fera jamais. Ça, c'est le comportement du régime RPT-Uni. Tout le monde le sait. Les Français le savent, les Allemands le savent, les Américains le savent, l'Union européenne le sait. Mais donc tout ça là, c'est du cinéma. C'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères togolais, M. Ducet, a fait des pieds et des mains pour obtenir ce cliché-là, pour essayer de redorer le blason de M. Faure Gnassingbé et le régime RPT. Non, mais est-ce que son blason était terni? Est-ce qu'il était terni? Ça, c'est... Moi, je dis. Maintenant, visite au Sénat, ainsi de suite, parce que on a vendu aux Français
nous avons fait les élections locales, nous allons faire les régionales bientôt, nous allons faire les sénatoriales. Donc, voilà. Mais tout ça là, c'est du pipeau, sachant très bien que les locales, nous savons ce que ça a donné. À 90%, c'est le RPT Unir qui détient toutes les mairies. Cela va être la même chose pour les régionales. Hein? Ça va être la même chose pour les régionales. Vous participez à ces régionales? Attendez, ça, je ne peux pas vous dire oui ou non aujourd'hui. C'est mon parti qui décide. Donc, les régionales vont avoir lieu. Votre parti participera, puisque vous avez dit récemment que vous ne boycotterez plus les élections. Les choses ne sont pas aussi claires que cela. On a dit que le Conseil national a proposé, a demandé d'éviter de boycotter les élections. Chez vous ici, je l'ai dit d'ailleurs, en disant que aucun parti politique ne peut dire dorénavant je ne participerai plus ou je participerai à tout. Ce n'est pas possible, ça dépendra des conditions, ça dépendra de beaucoup de choses et c'est l'organe suprême du parti qui va décider si on va ou on ne va pas. Mais si vous participez à une prochaine élection régionale au Togo, est-ce que par exemple les Togolais, vous pensez qu'ils continueront pas à vous prendre au sérieux? Puisque ce que vous aviez dit, vous ne boycotterez plus les élections, ça sonnait dans un certain nombre... Non mais on n'a pas dit ça, on n'a pas dit on ne boycottera plus jamais les élections. On a dit que le Conseil national a demandé aux dirigeants, a demandé au parti de prendre part à toutes les élections prochaines. C'est ça. C'est tout. Et d'ailleurs, à ce sujet, prendre part, ça veut dire que vous boycotterez pas. Jean-Pierre Fabre a répondu sur une radio il n'y a pas longtemps, et il a dit que ça dépend de comment les élections seront organisées. Le principe est que nous ferons en sorte à être présents à toutes les élections. Mais ça ne veut pas dire que nous allons nous tirer une balle dans la tête, même si nous savons que ces élections ne sont pas viables. Nous allons permettre aux auditeurs de vous poser également des questions. J'ai d'autres questions à vous poser. J'espère que j'aurai le temps de vous les poser. Et on me signale que les auditeurs ont commencé par se signaler sur les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. J'ai également quelques commentaires qui sont laissés. Je ferai le devoir de présenter certains de ces commentaires, les plus policiers, bien sûr, à notre invité qui est là. Allô? Bonjour. Bonjour. Bozambo, vous allez bien? Oui, je me porte très bien. Ouais, vous êtes à l'antenne, allez-y. Ok, bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Bozambo. Monsieur Eric Dupé, depuis que les élections ont passé, on ne sent plus un ANC maintenant. Pourquoi? Je ne sais pas. On est en train de piller les Togolais, les gens sont en train de voler l'argent du peuple togolais, on est en train d'augmenter les prix et les Togolais paient, mais ANC ne fait pas aucun communiqué. ANC qu'on connaît est devenu coronavirus que vous parlez sur les médias, à nous lancer, à nous laisser, on est en train d'augmenter les prix des péages. Le Togo est en train de nous voler, les Togolais et les familles Adjaki et Pétrole Gate. Vous avez dit au moment de l'Assemblée, au moment que vous avez devenu maire, et après les élections là, et vous êtes sûr, il me semble que vous êtes en train de travailler avec Uni ou quoi. Donc les peuples togolais veulent savoir qu'est-ce que veut devenir NC. NC est devenu tais-toi, ça nous fait peur que les Togolais n'arrivent même pas à manger dans leur maison et penser à leur maison. Sauvez-nous et rester ensemble pour sauver le Togo, le peuple. C'est noté, Bozambo, s'il vous plaît, c'est noté. On a compris le fond de votre pensée. Okay. Monsieur Bozambo, j'ai pris note de ce que vous venez de dire. L'ANC continue à travailler pour le peuple comme il a toujours fait. Votre question est toujours un peu surprenante dans la mesure où, si vous avez suivi le président national la dernière fois sur Radio Victoire, il a répondu au problème des péages qu'il a condamnés. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et l'ANC réagit, mais l'ANC ne réagit pas en fonction des diktats. L'ANC réagit en fonction des éléments qu'elle a, analyse beaucoup, travaille beaucoup pour comprendre la situation avant de réagir. Parce qu'à l'ANC, nous ne faisons pas de la politique spectacle.
En ce qui concerne l'affaire du pétrole dont vous parlez, vous avez fait allusion tout à l'heure en parlant de M. Ayakli, nous avons ce dossier-là, nous en avions parlé il y a très longtemps, et puis nous avons écrit au ministre chargé au ministre chargé du commerce pour qu'il nous envoie le rapport qui circule, parce que ce rapport, nous voulons connaître l'origine du rapport avant de l'utiliser à bon escient. Et je vous dirai aussi, Monsieur Bozambo, que vous demandez aussi pour qu'on soit ensemble pour aider les populations. L'ANC a toujours fait des efforts pour être ensemble avec certains partis. Mais vous oubliez que certains Togolais ont cru devoir suivre la fameuse dynamique qui n'avait que comme seul objectif de décapiter l'opposition. C'est un journaliste togolais qui le disait il n'y a pas longtemps sur une plateforme, je le cite, que leur objectif c'était de décapiter l'opposition. Et oui, ils ont réussi, ils ont décapité l'opposition, ils ont tué toute l'opposition, ils ont ruiné, Monseigneur Bodjolo en tête, ils ont ruiné des années de sacrifices que nous avons consentis, un travail énorme que nous avons abattu jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut laisser le temps pour que les partis ainsi affaiblis volontairement dans l'intérêt certainement bien compris du régime RPT puissent se ressaisir, reconforter leurs membres, parce que vous ne pouvez pas faire la politique sans vous appuyer sur vos militants, vos sympathisants. Il faut que tout ce monde-là se remette au travail pour que le parti se mette au travail. Mais l'ANC n'a jamais cessé de travailler. Elle travaille toujours, nuit et jour, elle se bat, les hommes sont sur le terrain, les femmes sont sur le terrain et continuent à se battre. Bien, merci, c'est noté. Après Bozambo, nous allons retourner au téléphone pour insérer un deuxième auditeur. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, Bonjour. vous êtes à l'antenne. Oui, c'est Rodrigue. Oui, allez-y. Je suis avec vous. Bonjour, Monsieur Rodrigue. Oui, bonjour, monsieur Henri. Je suis vraiment c'est un plaisir de vous entendre ce matin à la radio. Merci. Monsieur Eric, depuis pour une fois, je suis vraiment d'accord avec vous. Sur votre sujet, ce n'a jamais été, parce que compte tenu, entre guillemets, de vos rapports au niveau de la politique, voilà. Et vous avez évoqué un point tout à l'heure qui m'a fait tellement très mal. Vous avez été testé positif. En principe, selon ce que le collège de l'île nous a dit au niveau de la télévision officiellement, lorsque un cas est avéré, il faudrait que tout le reste soit mis en quarantaine et que on puisse voir ce qui se passe réellement. Mais là, ce que vous voulez dire tout à l'heure, c'est pas ça. Je voudrais juste interpeller le collège d'Idril pour lui dire il en est quoi? Vous faites parce que vous êtes d'un bon politique ou bien comment? Parce que dans cette histoire, il n'y aura pas de bon politique, mais on doit avoir une union sacrée pour essayer de vaincre l'ennemi que nous ne voyons même pas. Le chef de l'État, lui-même, a le dire. Comme quoi, on a un ennemi commun, indivisible. Vraiment, monsieur Rikibi, bravo pour votre courage. Et puis, secondo, pour dire la visite du président sort à l'Élysée, je dis, c'est un événement. C'est un événement dans la mesure où il y a beaucoup nos politiciens qui nous ont appris, comment le dire, à diviser pour gagner. Vous êtes jamais fait entendre. Il n'y a jamais d'union. Aujourd'hui, on dit telle personne, il y a tel regroupement, demain, ça ressort. Le lendemain, ça ressort. Mais finalement, on est où? Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas de bouton de go, mettre toujours des ventrues. Mettre le terme, mais franchement, excusez-moi, ce sont des ventrues, il n'y a pas de politiciens. Rodrigue. Rodrigue. Merci, Pierrot. Oui, merci. Merci, bon dimanche. Nous allons, puisqu'il a laissé juste des commentaires, nous allons, après Rodrigue, insérer un troisième auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, vous êtes à l'antenne, votre nom? Oui, c'est Denis. Comment vous allez? Oh, très bien.
Oui, votre question. Bonjour, monsieur. Excellence, bonjour. Bonjour. Bon, d'abord, je suis très ravi de vous expliquer tout à l'heure que vous êtes en train de corriger ce que la décision que avait sorti Conseil de la en disant qu'elle va participer, elle ne boycottera plus une élection. Je pense que c'est une correction que vous êtes en train de faire là-bas. Je suis très ravi de ça. Parce qu'on ne peut pas dire que l'ANC va aller à une élection bancale du RPT, n'importe quel ce système qui est là et dont il vous communique ou bien il vous envoie encore à une réunion. Je ne sais pas si c'est un dialogue ou bien c'est un sénat pour qu'on parle. Il faut parler des élections. Tout à l'heure, vous venez de dire encore que les élections régionales seront encore traitées. Alors que vous êtes en train de préparer ce qui sera déjà traité. Je ne sais pas comment vous allez nous expliquer ça. Deuxième point, je pense que tout à l'heure, vous parlez de cette maladie malheureuse que tout le monde sait que ça existe et que tout le monde prend sa protection. Mais est-ce que, monsieur Ridicule, comment vous pouvez laisser le RPT illégitime que le peuple ne croit pas pendant un an que vous venez de sortir maintenant si vous n'êtes pas atteint à cette maladie et que c'est vous qui devez vous parler et que nous pouvons croire. Pourquoi ce silence jusqu'à vous allez atteindre cette maladie avant de sortir? Merci. Bien, merci. Alors, je vais commencer par la dernière question. Pourquoi on a attendu jusqu'à maintenant avant de parler de cette maladie? Je vous ai dit tout à l'heure que quand la maladie a été annoncée dans ce pays il y a un peu plus d'un an, que certaines personnes avaient dit que c'était une maladie inventée, une maladie juste politicienne. Et que j'avais réagi, moi, Éric Dupuis, en disant que c'était irresponsable dans la mesure où cette maladie était en train de créer des ravages un peu partout, notamment en Europe. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois. Mais si on avait à l'époque soutenu ce que disait le régime en disant attention, la maladie, donnez des conseils aux populations, imaginez ce que nous aurions reçu comme bois vert. On nous aurait critiqué de partout en disant que nous sommes des affidés du régime RPT UNIR, qu'on a changé de veste, ainsi de suite. Tout dernièrement seulement, j'en ai parlé tout à l'heure, Maître Paul Apévan, Dodji, Jean-Pierre Fabre ont parlé de leur maladie, hop, ils ont reçu de l'argent pour venir intervenir à la radio, dans le même sens que le régime. Ainsi va le Togo, ainsi va notre pays. Que vous fassiez bien, on vous critiquera. Que vous fassiez mal, on vous critiquera toujours autant. C'est tout simplement parce que ce pays n'a plus de sens. On n'a plus de sens. Vous savez, quand vous êtes perdu dans la forêt ou dans la nature, vous cherchez le nord pour pouvoir vous orienter. On n'a plus de sens d'orientation dans notre pays. On critique tout, on insulte tout, on invente tout. Mais c'est à qui la faute? C'est à qui la faute? Moi, je ne me pose même pas de savoir c'est à qui la faute. Je me dis, c'est parce que quand vous vivez sous une dictature depuis plus de 60 ans, ça formate les esprits, ça détruit l'homme, ça détruit la notion de la liberté, ça détruit le bon sens. C'est ça. Et puis, pendant longtemps, on vous donnait l'argent pour que vous insultiez telle personne, que vous racontiez des histoires sur telle ou telle personne. Et c'est devenu maintenant une habitude, c'est devenu une seconde nature pour certaines personnes. Vous savez, il y a tout un travail qu'on doit faire dans ce pays. Et il faudrait exorciser ce pays, il faudrait faire venir des psychologues, psychanalyser ce pays pour qu'on puisse repartir à nouveau. Je crois que c'est fini. Ça fait la troisième personne que nous avons. On va insérer la quatrième. Allô? La quatrième, est-ce qu'on l'a? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. Bon, juste pour... Oui, votre nom d'abord. Non, c'est Georges. Oui, Georges. Oui. Et Allô, Georges. Georges. Je crois que Georges, on l'a perdu.
Est-ce qu'on peut insérer quelqu'un d'autre à la place de Georges, puisque Georges, on l'a perdu? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, écoutez, c'est Rodrigue qui revient, s'il vous plaît. Rodrigue, vous revenez, je vous tolère pour la deuxième fois, la troisième fois, et je serai obligé de vous couper, puisque pour laisser la place aussi à d'autres personnes. Allez-y. Merci beaucoup. Juste parce que pour comme je venais de le dire tout à l'heure, aujourd'hui, il faudrait que nous réagissions dans la même direction. Comme je l'ai toujours dit, c'est vrai, laissons cette histoire de politique derrière et regardons le social. Comme il a dit tout à l'heure, il a donné des exemples vraiment très choquants et puis très vraiment frappants. Franchement, M. Dupuis, une fois encore, bravo, bravo, bravo. Et transmettez mes salutations à votre président et à tout le peuple de vous également. Rodrigue, merci. Si c'est juste pour cela, et vous pouvez, il pouvait vous appeler hors antenne. C'était juste pour ça. Vous voyez, on se retrouve, Rodrigue et moi, aujourd'hui. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, mes amitiés. Allô? Bonjour, vous êtes à l'antenne. Votre nom et puis la question? Oui, Pierre, allez-y. Je voulais rappeler, monsieur, qu'on reproche ce qu'on a connu. Parce que c'est eux qui ont introduit cette histoire de mensonges, de diffamation dans la population dans les années 90 et 2000. Alors moi, je voudrais savoir quelle est leur réaction à propos de le rapport qui a été sorti par la commission de la sécurité par l'État. Alors, je ne sais pas Vous parlez du rapport sur le rapport d'audit sur le pétrole gate? Oui, mais en fait, il a déjà répondu à cette question. Un auditeur précédent avait posé la même question. Ah. Et comme monsieur n'a pas suivi la réponse, il vous dira que nous sommes des menteurs. C'est une façon aussi de voir les choses. Bonne journée à vous. Après Pierre, sans doute qu'il nous a appelé de Vaughan, puisque je connais cette voix-là. Nous allons avoir un autre auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Pierrot, c'est M. Colani de Diavoire. Comment vous allez? Bonjour monsieur Colani. Salut notre invité Eric Dupuis. Bonjour monsieur Colani. Eric Dupuis a dit quelque chose qui est très intéressant. Le chef de l'État nous rentre vraiment pour nous quand on a dit sur le thème. Et puis il n'y a pas eu le tapis rouge. Est-ce que Eric Dupuis peut nous mettre la différence entre une visite de courtoisie et une visite officielle? Deuxième point, il a bien dit qu'on a toujours compté sur des droits et consorts. C'est sur RSI qu'on a entendu le président le chef de l'opposition, Jean-Pierre Pape, qui était en France, qui a rendu visite au député togolais qui est élu là-bas. Il disait qu'elle devait l'aider pour voir Macron, pour qu'on puisse prendre le pouvoir. Vous voyez, c'est nos comportements qui nous rattrapent, parce que nous inculquons à nos citoyens, pensant que c'est le blanc qui vient d'affaire, si ce n'est pas nous-mêmes. C'est nous-mêmes les Togolais, c'est nous qui subissons cette honte-là. C'est le Togolais qui le subit. Un chef d'État qui est mal accueilli comme ça. C'est pas bien. Non, mais en fait, vous dites qu'il est mal accueilli? Il a été bien accueilli, ça. C'est pas le tapis rouge. Vous l'avez vu? Ah, mais ok. Il a été accueilli à l'aéroport, là. C'est notre ambassadeur qui est parti le prendre. Oui, en fait, oui, par rapport à cette... Oui, mais ce que vous dites n'est pas propre également au président du Togo. Ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État africain est arrivé en France. Colani, on a bien... Colani, s'il vous plaît, on a compris votre position. Je rappelle tout simplement que ce n'est pas la première fois qu'un président africain arrivé en France a été reçu ou accueilli à l'aéroport, soit par un préfet, soit par juste un directeur. Dans le protocole, il y a des nuances. Il y a les visites de courtoisie, il y a les visites d'État. Les visites d'État, c'est vraiment le grand protocole avec l'Élysée, avec tout ça. Là, c'est beaucoup de dîners, repas, ainsi de suite. Ça dure. Là, c'est une rencontre qui a duré, à part le repas, qui a duré une tête-à-tête de 30 minutes. Ce n'est pas une visite d'État, c'est une visite de courtoisie. Non, mais en fait, ce que j'ai lu... Il faut faire la nuance. Mais je voudrais, il y a une partie que je n'ai pas saisie dans la question de M. Colani, concernant Jean-Pierre qui aurait rencontré des députés. Non, mais en fait, sur la première partie de la question d'abord, il parle de honte, vous l'avez dit également. Est-ce que vous pensez que c'est... Ah non, moi je n'ai pas dit que c'était une honte. J'ai dit que c'était une honte, le fait qu'il se soit
présenté sur le parvis, le perron de l'Élysée, sans masque. Hein, peut-être qu'il était pressé de passer à table et qu'il a enlevé dans la voiture. Je ne sais pas. Mais j'ai été choqué, sincèrement, parce que je sais jusqu'à quel point cela tient à cœur aux Français. Si M. Faure Gnassingbé n'a pas de respect pour le peuple togolais, au moins qu'il ait du respect pour le peuple français. Parce que le peuple français fait de lourds sacrifices pour se battre contre cette maladie. Non, mais est-ce que le peuple français s'est plaint? Non, mais ne serait-ce que... Non, mais en fait, est-ce qu'il s'est plaint? Comment voulez-vous... Oui, mais la façon dont vous parlez, c'est un peu comme si... Je n'ai pas besoin de votre plainte pour savoir que je vous ai manqué de respect. Si je sais que je vous ai manqué de respect, vous n'avez pas besoin de me le dire. Mais vous avez vu quand même, au-delà du sourire du chef de l'État togolais, le sourire également du président français. Ah, et il avait son masque. Oui, je sais, oui, donc, il avait un masque. Donc vous ne pouvez que supputer. Il avait son masque. Vous ne l'avez pas vu sourire? Non, il avait même une distance. Ah, en fait, vous exagérez là. Non, il avait même une distance. Non, mais en fait, moi, j'ai vu plutôt le contraire. Non, alors, quand vous allez quelque part et que vous savez que les gens sont dans telle situation, on fait quelque chose, on s'impose des manières à respecter la situation dans laquelle les gens sont. Les gens sont aujourd'hui préoccupés en France par la Covid. Hein? Il y a des couvre-feux partout. Il y a des gens qui n'arrivent plus à travailler. Les entreprises sont fermées. Les restaurants sont fermés. Les gens souffrent dans ce pays à cause de la Covid. Les gens se battent à cause de la Covid. Vous arrivez sans masque à l'Élysée, c'est-à-dire au lieu où réside le pouvoir de ce pays-là. C'est un manque de respect pour les populations françaises. Bien, c'est noté pour vous la deuxième partie de la question. Sur... Là, je n'ai pas compris la deuxième question. Il a parlé de Jean-Pierre Fabre, qui aurait rencontré, je ne sais pas qui, j'ai pas très bien... Je ne sais pas si ce qu'il voulait dire, on se rappelle que à la formation du gouvernement Macron, avec la présence d'Africains, certains d'origine togolaise, ou de députés élus à l'Assemblée nationale française d'origine togolaise, je crois qu'il y avait eu une réaction de Jean-Pierre Fabre, tendant éventuellement à faire le lien entre, par exemple, Lomé et éventuellement Paris. Je crois qu'il y avait eu une réaction dans le temps. Je n'ai pas suivi. Macron avec des députés... Oui, il y a des députés français d'origine togolaise. Oui. Et Jean-Pierre Fabre se réjouissait. Mais s'il y a des députés français d'origine togolaise, quel est le mal? Je crois que vous avez oublié cette partie de l'actualité. Quel est le mal? Quel est le mal? Oui, mais en fait, il fait le lien avec ce que vous venez de dire. Ne pas compter sur éventuellement Paris. Bien sûr. Pour faire avancer les choses. On ne compte pas sur la France pour avancer. Mais si un Togolais se retrouve dans le gouvernement français, on lui dira, bon, bah, écoutez, cher ami, vous êtes là-bas, bah, soyez une oreille de ce qui se passe au Togo auprès de... Mais on n'attend rien de la France. Moi, je n'attends rien de la France pour résoudre le problème politique togolais. Un problème électoral, les fichiers électoraux totalement pourris, des fraudes. Vous savez ce qui s'est passé à Baudrenfort la dernière fois? À Baudrenfort? Non, c'est avant-hier. Vendredi. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des procurations, 4 procurations. Les 4 procurations ont été signées, séance tenante, devant le préfet. Les gens sont venus, ils ont signé des procurations, ils ont donné, ils se sont retirés. Mais cela ne se fait pas. Du moment où vous êtes là, vous participez au débat. Pourquoi vous avez besoin de signer une procuration et puis de vous en aller? Et puis, une procuration signée par un député qui est démissionnaire, démission qui a été transmise par feu Claude Mikem, qui était l'ancien maire, au préfet, depuis longtemps, puisque M. Claude Mikem est décédé depuis le mois de novembre. Il est de votre parti? Il est de l'ANC. Ils ont fait tout pour accaparer, une fois encore, une mairie. Ils ont 90% des mairies, mais il faut prendre tout ce qu'ils peuvent prendre, c'est-à-dire que si demain, ils peuvent renverser partout où il y a l'opposition et être partout, ils ont déjà l'Assemblée nationale à 99% pour eux, ils ont toutes les institutions à leur botte, les mairies, les peu qui restent. Vous parlez de coup de force. C'est un coup de force, c'est un coup de force. Et cette affaire, par exemple? C'est le viol de l'article 113. Vous savez, Jean-Pierre Fabre a saisi le ministre de l'administration territoriale par téléphone.
Le ministre lui dit, je suis parfaitement d'accord avec vous, vous avez parfaitement raison, vos militants ont parfaitement raison. Mais tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de saisir la Cour de... la Cour suprême? La Cour suprême. Mais cette Cour suprême, vous savez comment elle a rejeté le dossier de l'ANC, mon dossier, dans le GOF 2. Quel était votre dossier? Ben, parce que sur ma liste, il y avait une personne, on a rejeté son dossier parce que son certificat, son extrait d'acte de naissance portait un timbre qui n'était pas suffisamment oblitéré. Il n'y avait pas suffisamment, le prix n'était pas suffisant. Alors, je suis allé voir le greffier qui m'a dit, oh c'est rien, il suffit de retourner à la mairie et on va vous donner un autre. Je suis allé payer, on m'a donné, je suis revenu donner. Le même cas s'est passé avec d'autres partis politiques. D'autres partis politiques, dont Jean Kissy, sa liste. Tous ont été rattrapés, sauf la mienne. Est-ce que vous allez déposer à la Cour suprême ou pas? C'est la Cour suprême. Non, mais en fait, sur le nouveau dossier, par rapport au nouveau dossier. Il nous conseille d'aller à la Cour suprême. Est-ce que vous allez le faire? Nous allons le faire. Nous allons le faire, mais c'est juste pour montrer au ministre que il nous prend un peu pour des demeurés. Il y a quelques questions, plusieurs questions même, et plusieurs commentaires laissés par les auditeurs qui nous regardent un peu partout. Il y a cette réaction de Raoul Marcel Fouli. Il dit, vous vous étonnez des visites que les chefs d'État africains rendent au président des pays. Vous vous étonnez des visites que des chefs d'État africains rendent au président des pays qui vous ont colonisé, alors qu'au même moment, des partis politiques africains sont affiliés socialistes. Par exemple, l'ANC. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais, quand on dit socialiste, est-ce que c'est... International socialiste. On dit bien international socialiste, on ne dit pas socialiste français. Monsieur n'a rien compris. Oui, cela suppose également que quand on est dans ces groupements-là, on attend une sorte de caution, de soutien. On attend une solidarité internationale, tout simplement. Il y a des Béninois, vous savez, il y a des Béninois qui sont dans l'international socialiste, il y a des gens du monde entier. Il y a même l'ANC de l'Afrique du Sud. Donc je ne vois pas du tout ce qui peut être choquant dedans. Parler du Bénin là, en fait, je profite pour ouvrir une petite parenthèse puisque les Béninois sont en train de voter depuis ce matin. L'élection présidentielle oppose le président sortant Patrice Talon et deux adversaires qui, relativement pour un certain nombre d'observateurs, ne sont pas les adversaires de premier plan. Quel est votre regard sur ce qui se passe au Bénin? Je suis très attristé par ce qui se passe au Bénin. Parce que, d'une part, le Bénin a été pour nous, depuis 1990, un modèle de démocratisation, rappelez-vous, avec Monseigneur de Souza, en moins de 10 jours, ils ont balisé la voie pour la démocratie après de nombreuses années de dictature, colonel Mathieu Kérékou. Et ils ont connu l'alternance à plusieurs reprises. D'abord avec Nicéphore Sogolo, qui a eu 2 mandats. Au terme de son mandat, il y a eu l'élection de Yahi Boni, qui s'est passée sans effusion de sang. Et puis, voilà, au terme de ces 2 mandats, Monsieur Talon. Donc, pour nous, c'était un exemple à saluer dans l'espace de l'Afrique francophone. Et ce que le Togo n'a jamais connu, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, il y a une petite parenthèse avec le président Nicolas Gruniski, et depuis, c'est la famille Nassibé qui régente ce pays jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu d'élection transparente, il n'y a jamais eu d'alternance politique au Togo depuis ces années. Ça, tout le monde le sait. Donc, pour moi, c'était une déception de voir qu'aujourd'hui, ce pays est en train de sombrer dans le chaos, parce que je ne peux pas supporter qu'une armée qui est financée par les citoyens puisse tirer sur les citoyens, les tuant ou les blessant grièvement. L'armée doit être au service du peuple et non au service d'un individu. Quand on parle de talent, selon un certain nombre de Béninois. Je ne veux pas... Vous savez, quand on parle du Bénin, du Ghana, ce sont des pays frères. Du Burkina, ce sont des pays frères. Parce que tout un chacun
que nous sommes Togolais, nous avons un parent dans ces pays-là. Mais justement, quand on parle de président Talon, est-ce que vous permettez, beaucoup disent que c'est beaucoup de transformation. Et quand vous allez à Cotonou, quand vous allez dans plusieurs villes du Bénin, je ne sais pas si vous êtes allé ces derniers temps dans ce pays-là. Beaucoup disent que c'est un président qui travaille. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je ne mets pas en cause la capacité de travail de M. Talon. Moi, je dis une seule chose, qu'il faut faire en sorte que le peuple béninois se retrouve lors des élections. Il y a eu des alternances politiques sans heurts jusqu'à présent, et je souhaite vivement que cela continue ainsi. Quand on introduit dans la loi des textes qui excluent, ça crée toujours des problèmes. On ne peut pas exclure d'une manière ou d'une autre. Moi, je parle d'une manière ou d'une autre. Dans la mesure où on cherche à exclure une partie des citoyens, ça crée des tensions. Ça crée des tensions, et ces tensions-là peuvent dégénérer. Donc, c'est tout ce que je dis. Mais ce qui est à l'actif de M. Talon, je respecte. Ce qui est à l'actif du peuple, je le respecte. Moi, je parle de démocratisation d'un pays. Et je suis contre toute manipulation des textes pour pouvoir exclure Pierre-Paul Jacques. Rodolphe Nyorofu, qui doit se trouver, si mes notes sont exactes, qui doit se trouver du côté du Japon, et il souhaiterait que vous le parlez un peu des prisonniers politiques, parce que c'est vrai qu'il y a actuellement une initiative tendant à faire libérer les prisonniers politiques. On trouve Claude Abegambi, on trouve également le professeur Dossé à la manette, et un commentaire sur cette initiative-là. Moi, je les salue pour ce travail-là qu'ils font. Hein. Vous savez, Jean-Pierre Fabre s'est battu beaucoup pour la libération des prisonniers politiques, notamment en 2018, où il avait conditionné sa participation aux discussions avec la CEDEAO à la libération de nombreux prisonniers. Vous savez, quand on parle de prisonniers, la ANC en sait quelque chose. Pendant des années, nous avons supporté plusieurs prisonniers à nos frais, que ce soit leur nourriture, leurs soins, ainsi de suite, des prisonniers de l'ANC, et voire même les prisonniers de BNP. Et nous avons tout fait pour obtenir leur libération. Donc nous sommes très 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 sensibles à cela, et je ne peux que saluer l'effort qui est fait actuellement par le professeur David Dosset et autres pour la libération de ceux qui restent encore en prison. Il y a une personne qui me vient à l'esprit, un certain Pogo. Ce serait un étudiant qui aurait été arrêté il y a très longtemps lors d'une manifestation des étudiants. Cette personne est toujours en prison sans aucune raison. Et je me rappelle que Jean-Pierre Fabre en avait parlé à plusieurs reprises. Il en avait parlé, il a écrit, il a saisi le ministre de la Justice. Il en a parlé devant moi au président ghanéen, il en a parlé devant moi au président guinéen, aux représentants de la CEDEAO, et il a mis Pogo en tête de liste. Ils ont libéré tout le monde, sauf lui. Et un jour, on était en débat politique à Accra, et Jean-Pierre a posé la question, non, c'était dans une plénière à Lomé, à l'hôtel du 2 février. Il a posé la question en disant, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement à ce garçon-là? Et le ministre de la Justice a dit, ah, c'est un dossier que je ne maîtrise pas bien, il faut que je le fasse voir ce dossier-là, je vous reviens. Et jusqu'à aujourd'hui, cette personne... Est-ce que c'est un dossier que vous allez relancer ou pas? C'est un dossier que Jean-Pierre avait relancé à maintes reprises. Bien, maintenant, quand vous parlez de Jean-Pierre Fabre, c'est vrai qu'il a été malade lui aussi, et qu'il est guéri, il a repris ses activités. Quand on était en studio, même vous lui avez passé un coup de fil. Et comment se porte-t-il? Il va très bien, il va très bien. Vous savez, c'est un homme qui est bâti en béton, hein, donc un grand sportif. Bon, il a été bien secoué par la maladie, il a perdu quelques kilos.
ce qui lui fait du bien d'ailleurs, parce que quand nous on perd un peu de kilos, moi aussi j'ai perdu quelques kilos, ça fait plaisir. Il a repris ses activités, donc nous avons nos réunions régulières. Vous savez, à l'ANC, compte tenu de la Covid, parce que tout à l'heure j'ai abordé le problème de la Covid face à l'activité politique. Aujourd'hui, les activités politiques sont freinées par la Covid, par les interdictions de rassemblement, ainsi de suite. Mais nous continuons à envoyer des petites équipes dans nos fédérations pour soutenir nos militants et nos sympathisants. Nous continuons nos réunions régulières. Il y a toujours le comité politique hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire. Le comité restreint du président soutient très régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Et puis, il n'y a que le bureau national qui a du mal, parce qu'au bureau national, nous avons 70 personnes. Et aujourd'hui, pour réunir 70 personnes, plus le secrétariat et autres, lors d'une réunion, on atteint déjà 80 passés. Cela est très difficile. Donc, on fonctionne de manière un peu inhabituelle, en se fondant essentiellement sur le comité exécutif. Mais il n'y a pas longtemps, il y a eu un certain nombre de courriers que nous avions pu consulter venant de la diaspora, les sessions de l'ANC à l'extérieur du pays. Qu'est-ce qui se passe en réalité autour de votre parti? Est-ce que, pour certains, comme il le prédit, c'est que c'est le début de la fin? De la fin de quoi? Vous savez, l'ANC a plus d'une centaine de fédérations. Il faudrait que vous sachiez d'abord comment fonctionne l'ANC. Moi-même, je suis président fédéral dans Golfe 2. Une fédération est constituée d'élus. Les responsables d'une fédération sont élus par les sections et les sous-sections. Et ne peuvent être membres du bureau fédéral que les membres de section et de sous-section qui constituent cette fédération. Et le rôle d'une fédération, c'est de manager les sections et les sous-sections, d'animer les sections et les sous-sections pour que la mobilisation soit cohérente sur le terrain. C'est son seul rôle et c'est tout. Et les 100 et quelques fédérations s'équivalent toutes. Aucune fédération n'est supérieure à l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a une fédération internationale appelée Europe-Asie qu'elle est supérieure à celle de Lomé Golfe 2, ou qu'elle est supérieure à celle de 5AC, ou qu'elle est supérieure à celle de la Fédération internationale Amérique, ou celle de la Fédération internationale Afrique. C'est pareil. Et le travail d'une fédération, c'est de faire l'activité. Maintenant, une fédération est composée du président, des vice-présidents, du secrétaire fédéral et du trésorier. Si vous voyez les signataires des 2 lettres, vous verrez que tous ces gens-là sont dans la même fédération. Donc le problème n'est pas un problème du parti, c'est un problème interne à une fédération. La fédération ne fonctionne pas parce qu'il y a une opposition dans les membres de la fédération. Il y a une contestation au sein de la fédération. Ce n'est pas le problème à régler dans le parti, c'est un problème à régler dans la fédération. En conclusion, et le secrétaire général, il veille, il va régler le problème dans la fédération. S'il le faut, on organisera des élections pour élire un nouveau bureau. Moi, je vous donne la parole pour conclure cette émission. Je vous remercie beaucoup, monsieur Athiobé, de m'avoir invité. C'est ma première émission après cette petite maladie. Et vous voyez, bon, avec vous, je reprends le collier et la force. Et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. À ceux qui ont téléphoné, je les remercie. Vous avez tous des questions pertinentes, très intéressantes. Et ceux qui s'inquiètent par le silence de l'ANC, je peux vous rassurer, l'ANC n'est pas silencieuse. Elle travaille, elle est à vos écoutes. Et ne vous inquiétez pas, la mobilisation continue. Ce qui nous empêche aujourd'hui d'organiser des meetings sur le terrain, d'aller à votre rencontre sur toute l'étendue du territoire, je veux parler de la direction du parti, c'est les restrictions que nous imposent les autorités à cause de la Covid. Nous allons trouver des moyens pour que le président
avec sa délégation, puisse aller vous voir partout où vous vous trouvez le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci d'être venu, Éric Dupuis de l'Alliance nationale pour le changement. Cette émission, elle s'achève. Merci à vous qui l'avez suivi. Boga Venceslas Koudoyo, merci de l'avoir mis en onde. Je suis Pierre Roy Thiobé. Au revoir.